Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être là en nombre. J'apprécie d'autant plus qu'effectivement, avenue de Ségur, on a déplacé la conférence de vœux à la presse à peu près en même temps que nous. Et donc, j'apprécie beaucoup votre présence. J'en profite puisque nous sommes le 31 et donc nous n'avons pas encore éclusé le mois de janvier pour vous souhaiter une excellente année 2017, à vous, vos familles, bien sûr, et puis surtout à la profession que vous représentez, en vous souhaitant le meilleur, en vous souhaitant une année riche pour la presse. Elle le sera, évidemment, compte tenu des événements qui vont se dérouler cette année. Alors, ça fait transition, finalement, avec ce que je voulais partager avec vous, puisque nous sortons de l'année 2016. Cette année 2016, curieuse année 2016, une année de tous les possibles, une année de tous les possibles pour l'industrie de santé, mais aussi une année de tous les rendez-vous ratés. Curieux paradoxe où finalement on démarrait en janvier 2016, souvenez-vous, il y a un an, avec un accord cadre qui venait tout juste d'être refondé et signé, qui ouvrait à la perspective d'une régulation moderne, intelligente, capable de faire face à l'innovation. On ouvrait cette année 2016 avec également la planification d'Inxis sous l'égide du Premier ministre, aujourd'hui candidat malheureux, mais qui avait martelé, alors qu'il occupait la plus haute fonction de l'exécutif, l'importance des industries de santé pour le pays, qui avait martelé l'importance de l'investissement en France en recherche, en développement, en production, qui avait martelé la priorité que nous devions donner à l'innovation et aux industries de santé. Une année 2016 qui démarrait sous les meilleurs auspices avec un président de la République qui avait également mis la santé comme priorité stratégique et comme une priorité de modernisation de notre pays. Toutes les planètes étaient alignées. Il n'y avait plus qu'à, comme on dit. Mais voilà, les planètes s'alignent et se désalignent. C'était sans compter la lettre d'orientation ministérielle, magnifique outil de détricotage de ce que la ministre de la Santé elle-même avait plébiscité, c'est-à-dire la rénovation de l'accord cadre. Lettre d'orientation ministérielle qui vient contredire pratiquement à chaque ligne ce que nous avons bâti avec ces services, avec le Comité économique des produits de santé. C'était sans compter un PLFSS qui, évidemment, réitère, une fois de plus, un matraquage financier pour les industries du médicament en redonnant pour la 4e ou 5e année consécutive ce triste privilège d'être à 50% contributeur de redressement des comptes sociaux. Elle s'en est d'ailleurs félicitée puisqu'elle a dit « j'ai redressé les comptes de 10 milliards ». Oui, mais Madame la Ministre, sur les 10, il y en avait 5, vous auriez pu le mentionner, qui venaient de chez nous. Et puis un PLFSS qui égrène, comme d'habitude, quelques articles de loi. Je vous en cite quelques-uns, ils sont intéressants à se remémorer. L'article 30, la scission du taux L en 2 taux L, un hôpital, un ville, 2 et 0%. Évidemment, en facial, comme ça peut paraître séduisant, mais chacun sait que le rendement de ce double taux L est exactement le même que le taux L unique à -1. Beau tour de passe-passe. L'article 96 sur les biosimilaires, pour lequel nous avons toujours dit, attention, il y a un enjeu de santé publique, il faut respecter la doctrine de l'ANSM et uniquement cette doctrine-là dans la façon de prescrire les biosimilaires. Non, non-respect des recommandations de l'ANSM, mettant en jeu la question de la substituabilité par le pharmacien d'officine, évidemment, nous avons alerté la ministre et nous avons alerté également les professionnels de santé sur l'importance qu'il y a à respecter les recommandations de la l'ANSM et de ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui pourrait nuire aux patients d'abord. L'article 97, ex-article 51, réforme des mécanismes des ATU, auxquels nous n'étions pas hostiles d'ailleurs. Je crois même, sans me tromper, pouvoir dire que le LEM avait été proactivement favorable à ce qu'il y ait une clarification des mécanismes de régulation financiers des ATU. Nous avions proposé d'ailleurs des mécanismes relativement simples. Après tout, il est assez normal que ce qui résulte de la fixation du prix ne soit pas différent
en termes de coût pour l'État de ce qu'il a investi pour permettre aux patients d'avoir un accès précoce à l'innovation. Et en lieu et place d'un mécanisme simple que nous avions proposé, on a eu ce que je peux appeler une usine à gaz, affichant 10 kg par patient et par an en termes de barème quasi forfaitaire, ce qui envoie un message extraordinairement dissuasif pour les entreprises qui se mobilisent pour l'accès précoce à l'innovation. Article 98, je termine par celui-là, il est quand même assez emblématique. Mécanisme de sécurité juridique, nous a-t-on dit. Nous n'étions pas défavorables à sécuriser juridiquement l'accord cadre. En effet, il peut y avoir des situations pour lesquelles des contentieux doivent trouver une base. Mais alors, sécurité juridique, restons dans l'esprit du législateur, c'est-à-dire ça n'intervient par définition que lorsque le CEPS et l'industriel n'ont pas trouvé le moyen de se mettre d'accord après un temps de négociation digne de ce nom. En réalité, nous avons un article 98 qui ressemble curieusement au 49.3. Il est dégainable à n'importe quel moment, y compris de façon anticipée, remettant là encore en cause l'esprit conventionnel. Inacceptable. Je le dis clairement, inacceptable. Pour le moment, ce 98, ce 49.3 de la santé n'a pas été dégainé. Mais s'il l'était, je peux vous dire que ce serait vécu comme une déclaration de guerre. Comme une déclaration de guerre. Ce que le LEM a demandé tout au cours de l'année 2016, ce sont des réformes structurelles. C'est une réforme qui facilite l'accès pour les patients aux innovations thérapeutiques. C'est une lisibilité, une attractivité, une compétitivité dans l'esprit du CSIS. Ni plus, ni moins. Nous avons travaillé sans relâche pour faire des propositions et ne pas être le LEM de la complainte, des jérémiades, le LEM qui soit là en train de pleurer sur son sort, ce qui serait, convenez-en, pour le moins pas dans la ligne et dans l'esprit de notre métier. Mais nous avons travaillé au contraire pour être force de proposition. Année donc des propositions, année de tous les possibles, année de tous les rendez-vous ratés. C'est pour ça que la fin de l'année 2016, parce que nous voulons garder de l'enthousiasme, de la détermination, ça a été l'année aussi de la construction de la plateforme politique du LEM pour mieux présenter notre vision des réformes nécessaires à conduire pour la santé et pour le médicament à ceux et à celles qui auront à occuper les responsabilités de l'État après le mois de mai 2017. Ce fut également l'année où nous avons trouvé ce fantastique rassemblement autour du collectif Santé 2017 avec les médecins, les pharmaciens d'officine, l'hospitalisation privée, les associations de patients, les autres industries de santé, collectif de Santé 2017 qui est venu, chose unique, première fois presque dans l'histoire des industries de santé et de la médecine, qui est venu se rassembler autour de cet engagement qu'on a proposé aux candidats à la présidence de la République pour leur dire « voilà, ça suffit, vous ne nous la referez pas une fois de plus. La santé doit être un sujet de débat. Et ça doit être un sujet prioritaire parce que les Français, à 65% dans les sondages, disent que c'est un sujet prioritaire. Donc vous n'échapperez pas à ce débat. Et on vous demandera de vous déterminer par rapport à cet engagement. Le premier, d'ailleurs, c'est mettez la santé au cœur du débat pour la présidentielle. De ce point de vue-là, l'objectif fut atteint. Car pour une fois, on peut dire que la santé commence, je dis bien commence, à être débattue au sein de cette campagne électorale. Si j'ai pris cette précaution oratoire de commencement, c'est qu'évidemment, on est loin de l'oméga. On est plutôt à l'alpha epsilon, à en juger ce qui est proposé pour le moment. Alors j'ai proposé, au cours de cette conférence de presse, puisqu'on est là entre nous, d'égrener un petit peu ce que l'on sait déjà des propositions des candidats et puis de les analyser le plus objectivement possible avec vous. En tout cas, de notre point de vue, vous conviendrez qu'il est normal qu'on regarde parmi ces propositions celles qui correspondent le mieux à la plateforme politique que nous avons nous-mêmes rédigée. Donc on va faire un peu le jeu de cette différence pour voir comment ça se présente. Et puis, pour respecter une certaine équité, j'ai fait pros and cons, comme on dit. J'ai regardé ce qui était plutôt dans la ligne politique du LEM ou en
adéquation ou aligné avec la ligne politique du LEN. Puis j'ai regardé ce qui nous paraissait moins aligné, voire même critiquable. Et puis, pour être sûr que vous n'en déduisiez absolument aucune préférence, on les a classés par ordre alphabétique. J'y suis pour rien, le premier qui arrive, c'est François Fillon. Mais c'est comme ça, on les a classés par ordre alphabétique. Alors, on va regarder un petit peu ce que les candidats, aujourd'hui, ont proposé pour la santé. Bon, je vous rassure, il ne va pas y avoir d'énormes scoops parce que, en réalité, ils commettent tous la même erreur, ils cherchent des mesures. C'est-à-dire qu'au lieu d'aborder la santé par une voie holistique, par une voie globale, comme le collectif santé leur a proposé, c'est de dire regardons ce que les Français attendent pour réformer leur système de soins, pour faire que l'innovation, la médecine, soit accessible à tous et dans de meilleures conditions pour eux-mêmes, pour leurs enfants, demain, pour qu'on puisse bénéficier des progrès de la technologie, du médicament, de la chirurgie, de la robotique, du numérique. Regardons ensemble quel est ce grand projet de santé publique. Ensuite, regardons comment on replace les acteurs sur l'échiquier, comment on répartit les rôles, et ensuite on regardera comment tout ça doit être financé. Eh bien non, ils font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils restent finalement pour la plupart sur la question du déficit, et puis ensuite, pour la plupart, égrènent des mesures, piquées à droite à gauche, sans faire de jeu de mots. Alors, on va commencer par François Fillon. Il est vrai que dans les mesures qui nous rassemblent avec ce candidat, je ne peux pas m'empêcher de citer son représentant, son porte-parole, qui est venu à Pharmacité le 13 décembre dernier, Alain Millon, et qui a quand même dit 2-3 choses qui me paraissent extrêmement intéressantes. La première, c'est que le candidat François Fillon est partisan d'un meilleur accès à l'innovation avec un accroissement de l'accès aux ATU. Ça a été dit à Pharmacité, et effectivement, on voit là quelque chose de tout à fait intelligent, et on en profitera pour lui glisser à l'oreille que si c'était le cas, il faudrait revoir le mécanisme qui régule financièrement les ATU. Il faudrait le réécrire. Un développement des filières françaises d'excellence appuyées sur des pôles de compétitivité à l'échelle européenne et mondiale. Absolument. Nous sommes tout à fait alignés avec cela parce que la recherche est mondiale, la médecine ne connaît pas de frontières, et nous devons effectivement développer les filières françaises d'excellence sur des pôles de compétitivité internationale. C'est comme ça que la France retrouvera sa grandeur, et c'est d'ailleurs l'esprit du CSIS, quelque part. Il dit une politique d'incitation fiscale avec un renforcement du crédit impôt recherche. Nous ne pouvons qu'applaudir. Et enfin, je garde celui-là pour la fin parce que c'est vraiment celui qui nous paraît le plus emblématique des propositions que l'on reconnaît comme pertinentes, une évolution des dépenses de médicaments en proportion de celles de l'ONDAM. Merveilleux. Voilà enfin ce TOEL unique à 1,75 si l'ONDAM était à 1,75, peut-être à 2 si l'ONDAM était à 2, que nous appelons de nos voeux. Enfin, cette mesure qui résoudrait d'ailleurs le problème de l'accès à l'innovation. Et ce débat sur la question de la soutenabilité des prix, il est réglé de fait avec un ONDAM unique médicament, un ONDAM médicament unique à 1,75, 2. Ça y est, il n'y a plus de sujet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir sur le prix de l'innovation, mais en tout cas, en termes de soutenabilité, il n'y a pas de sujet. Avons-nous des points de divergence? Alors, je ne ferai pas, comme je ne suis pas, vous me connaissez, je ne suis pas de nature, je ne suis pas méchant, voilà, je ne suis pas là pour... Donc j'épargnerai le candidat François Fillon de l'histoire du petit risque. Bon, on va considérer que l'affaire est derrière nous. C'était quand même... bon, hein, pour le médecin que je suis, c'est quand même le truc le plus incroyable que j'ai entendu depuis longtemps. Le petit risque en médecine... Non, on va laisser de côté. Revenons à ce qui est récent et qui me pose un petit peu problème. C'est que quand même, ces équipes, aujourd'hui, ont une approche qui reste très axée sur le rétablissement des comptes sociaux, c'est-à-dire très axée sur une gestion comptable des comptes sociaux. Donc on peut craindre quand même que, malgré les bonnes intentions, il y ait, de façon un peu cachée, une forme de technocratie orientée vers la régulation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc il faudrait libérer un peu du carcan du PLFSS la régulation pour donner ce que nous avons suggéré, être une visibilité long terme. Et nous avons rencontré récemment ces équipes et on leur a vraiment glissé le fait qu'il vaudrait mieux substituer à cela une vision à 5 ans d'une loi de santé publique avec ses priorités et derrière une vision à 5 ans du financement basé sur les révolutions technologiques. Nous verrons. Mais en tout cas, c'est un point sur lequel on restera vigilant. Deuxième candidat, Benoît Hamon, c'est d'actualité, il vient juste de sortir en tête
des primaires de la gauche. Alors, il y a des mesures qui font consensus, absolument. Améliorer la transparence de l'évaluation et de la fixation du prix des médicaments, ça peut peut-être vous paraître curieux, mais nous sommes favorables à ça. Ce système est perfectible, et oui. Et l'évolution de l'accord-cadre, c'est vivant, il faut continuer à le faire vivre en améliorant les systèmes sur la fixation des prix. La transparence, oui, sans doute, en tout cas la compréhension de comment ça marche, certainement. Il y a plusieurs propositions que nous avons faites dans ce sens. Il dit créer une commission sur les enjeux éthiques et sociaux liés aux avancées scientifiques et à la révolution numérique. C'est probablement pas bête, parce que la transformation du numérique et la transformation liée aux avancées scientifiques nécessiterait probablement une structure qui globalise cela. En termes de gouvernance, en tout cas, ça a un sens. Maintenir une protection sociale importante et soutenir les innovations dans le domaine de la santé. On ne peut qu'applaudir. Il dit, j'ouvre les guillemets, soutenir l'innovation sociale et technologique dans le secteur de la santé est un enjeu fondamental. Bravo, Monsieur Hamon. Reste à nous dire comment. Et là, c'est un problème qui, à mon avis, n'est qu'une affaire de temps, car on peut espérer que dans les semaines qui viennent, il précise sa pensée. Par ailleurs, il égrène quelques orientations sur lesquelles, à titre personnel, je trouve plutôt attentif. Les soins dentaires qui sont insuffisamment remboursés. Sport et santé, je trouve que c'est une bonne idée. La prévention dans ce pays est très en retard. Et enfin, il redéterre un petit peu le grand débat sur l'euthanasie. Là, je suis plus mitigé, parce que vous conviendrez avec moi que si la loi Leonetti était correctement appliquée, ce débat, à mon avis, risque plus de créer des problèmes qu'autre chose. On a des points de divergence. Alors ça, on en a quelques-uns. Alors, le premier, j'ouvre les guillemets. Je refuse cependant le présupposé qui voudrait que la France soit obligée d'accepter les prix scandaleux demandés par certains industriels. 41 000 € alors que le coût de la production est estimé à une centaine d'euros. C'est inacceptable. Bon, d'abord, il faut expliquer à M. Hamon que personne n'a jamais dit qu'il fallait fixer le prix sur le coût de la production. Ce n'est pas l'esprit de l'accord-cadre, en tout cas. Il dit ensuite, obtenir des baisses de prix est impératif. Pour cela, je souhaite une plus grande transparence des négociations. Elles le sont, M. Hamon, elles le sont. Il faut aussi renforcer les moyens des agences qui évoluent l'efficacité des médicaments. Bon. Si jamais certains laboratoires refusent d'entendre raison, je n'exclus pas de recourir à la licence d'office. Voilà, ça y est, on y est. Qui nous permet de faire produire certains médicaments en générique pour beaucoup moins cher. Il faudra utiliser la licence d'office, dit-il, possibilité qui est donnée à l'État de rendre générique immédiatement un médicament que nous jugerions indispensable pour la santé des Français, et d'en suivre une phrase sur l'attaque des lobbies de l'industrie pharmaceutique. Bon, là, on est obligé de dire, attendez, ça ne va pas, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Évidemment, si l'idée c'est de détruire l'attractivité et la compétitivité de la France et de rendre la France un no man's land, pour les industries de santé et l'industrie du médicament et faire reculer encore un peu plus la France au dernier rang des pays, je dirais, de la grandeur scientifique et de la médecine sur le plan mondial, alors oui, il suffit de faire ça, et là, on aura complètement achevé le cheval. Il n'y aura plus personne pour investir dans ce pays. Plus personne. Évidemment que ça n'est pas ça. Évidemment qu'il y a un sujet, je l'ai toujours dit, sur le prix des innovations. Nous sommes engagés derrière ce sujet, dans le cadre de la discussion conventionnelle. Mais je suis désolé, on ne discute pas avec un pistolet sur la tempe. Et si l'idée, c'est de nous menacer pour commencer à discuter, c'est évidemment quelque chose que l'on ne peut pas accepter. Bon, après, il y a dans ces déclarations récentes des petites choses que je me permets d'évoquer avec vous. Augmentation massive des recrutements à l'hôpital. On entend que la condition de vie à l'hôpital pour les personnels soignants sont difficiles, mais désolé de dire à M. Hamon que c'est un sujet qui est plus sur l'organisation des soins et les sujets structurels sur la façon dont on décloisonne finalement l'hospitalocentrisme en France qu'un sujet de manque de moyens en tant que tel. Si la structure hospitalière et son interaction avec les patients ambulatoires est repensée, peut-être que la qualité de vie des personnels soignants s'en ressentirait. Il dit quand même qu'il faut repenser l'organisation du travail à l'hôpital. On lui souhaite bon courage. M. Martin Hirsch s'y est essayé. Il semble qu'il ne suffit pas d'être, je dirais, d'avoir des idées sociales ou socialistes pour y arriver, puisque visiblement, à la PHP, ça a eu un peu de mal à passer. Cannabis. Bon, en tant que médecin qui a exercé quelques années
à l'hôpital de Saint-Denis dans le 93. Je peux dire à M. Hamon que j'ai vu les dégâts que provoquent les drogues, et le cannabis en particulier, la légalisation. J'attends qu'on me démontre que ça sera un grand projet de santé publique. Et créer également un médecin qui soit bi-appartenant ville-hôpital. Ça existe, M. Hamon, ça existe, il y en a déjà. Je ne suis pas sûr que ce soit à eux de faire le lien entre la ville et l'hôpital. Le lien entre la ville et l'hôpital passera par le numérique, passera par le partage des données, passera par une meilleure définition du parcours de soins des patients. Bref, il y a encore un peu de travail pour parler de ce sujet, M. Hamon. Madame Marine Le Pen, qui arrive ensuite dans l'ordre alphabétique. Comment vous dire? J'ai cherché, hein. C'est pas ça qui... Je vous assure que les équipes s'y sont mis, hein, et je les remercie. Mesure de consensus, comment vous dire? Si on en a trouvé... Alors, il faut un peu bricoler, mais vous allez voir qu'on va y arriver. Si on part de la production made in France, c'est un peu tordu, mais on va partir. Si on part de la production made in France, et donc de la préférence française, vous voyez, on commence déjà à attaquer des mots qui font un peu mal, mais enfin, préférence française sur le... On pourrait imaginer, en faisant un mécanisme intellectuel complexe, que ça rejoigne la mesure 9 du CSIS, c'est-à-dire finalement la valorisation des capacités de production des médicaments biologiques, des dispositifs médicaux innovants en France sous ce label Offre France. On pourrait imaginer que ça... Vous voyez? Bon, ok, je vois que vous n'êtes pas très convaincu. Donc, on va regarder les points de divergence, si vous voulez bien. Alors, je vais en prendre deux, parce qu'il y en a plusieurs, mais enfin, je vais prendre un point de... Elle n'est pas le seul, d'ailleurs, il y a le vente de médicaments à l'unité. À part compliquer la vie des patients, compliquer la vie des pharmaciens d'officine, rendre bizarre le système de distribution des médicaments en France, et surtout servir à rien, je ne vois pas à quoi cette mesure peut donner un sens. Et puis, de manière générale, le ton de Mme Le Pen, je cite, j'ouvre les guillemets, « Il faut engager un bras de fer avec les laboratoires pharmaceutiques. Le prix de certains médicaments est déterminé non pas en fonction de leur coût de production, tiens, c'est marrant, il y a des similitudes, hein, mais par rapport au niveau de remboursement appliqué dans les pays où ils sont commercialisés. » Déjà, quelqu'un qui me dit qu'on va tordre mon bras, je n'ai pas envie de lui tendre la main. Donc, effectivement, le ton qui est donné par cette candidate vis-à-vis des industries de médicaments ne me paraît pas être de nature à ouvrir un dialogue serein et posé sur le sujet qui est aussi important que le sujet de la santé. Passons vite notre chemin. Emmanuel Macron. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui font consensus, en tout cas avec notre secteur. D'abord, c'est le seul à avoir repris très vite l'idée que le LEM avait promue en 2014, janvier 2014. C'est la stratégie pluriannuelle pour les innovations technologiques et organisationnelles. C'est le premier à avoir vraiment pris ce truc et se l'approprier en disant « oui, il faut un plan quinquennal de santé et un plan quinquennal de financement ». C'est aussi le premier à avoir déclaré que les laboratoires pharmaceutiques ne pourront plus être les variables d'ajustement des dépenses de l'assurance maladie. Bon, très bien, on a pris acte, M. Macron, et si vous veniez aux affaires, nous ne manquerions pas de vous le rappeler. C'est également le premier à avoir proposé une refonte de l'ONDAM. Vous voyez qu'on se rapproche là aussi de ce que Alain Milon disait à Pharmacité, c'est-à-dire que l'ONDAM ne peut plus être un taux comme ça qui est décliné ensuite en sous-ONDAM avec des répartitions inégales. Donc il veut refonder les objectifs nationaux de l'assurance maladie. Et derrière ça, il y a notamment cette idée d'avoir un ONDAM long terme, c'est-à-dire d'avoir une ligne directrice qui permette de savoir où on va sur les 4-5 ans de la mandature. Et puis, il valorise également l'acte de prévention. Très bonne idée. Oui, il faut donner un coup de rein à la prévention dans ce pays. Point de divergence, on n'a pas tellement à ce jour, mais le programme d'Emmanuel Macron est encore, vous en accepterez l'augure, je dirais, au contour non encore défini. Hein. Le seul que j'ai trouvé, c'est le vente des médicaments à l'unité. Là encore, je ne sais pas où ils ont allé chercher. Je ne sais pas qui. Ils doivent avoir un... Je ne sais pas qui. Il doit y avoir quelqu'un qui traîne là dans les équipes de campagne, qui est en train de vendre ce truc. Ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Dans les pays où ça a été fait, ça n'a jamais démontré la moindre efficacité sur la consommation des produits, sur l'observance. Voilà. Je crois que c'est vraiment une vraie fausse bonne idée. Il faut l'abandonner très vite. Ce d'autant qu'en France, je vous le rappelle, les packagings sont déterminés par l'évaluation de l'HAS, c'est-à-dire que la quantité d'unités dans une boîte correspond à la quantité prescrite pour un traitement
C'est vraiment, donc, dans la majorité des cas, un truc qui ne sert à rien. Et puis, je mets au défi quiconque ici d'aller chercher son comprimé de paracétamol ou ses 2 comprimés de paracétamol parce qu'il a mal à la tête et il reviendra une demi-heure après. Enfin, vous voyez, il faut arrêter avec ça. Jean-Luc Mélenchon. Ah, Jean-Luc Mélenchon. Il y a une chose qui est tout à fait remarquable chez Jean-Luc Mélenchon, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est faire de la prévention et de l'éducation à la santé dès le plus jeune âge. Très belle idée. Là encore, vous voyez, ils sont plusieurs à vouloir renforcer cette idée-là de la prévention et de l'éducation à la santé, notamment à l'école. C'est quelque chose qu'il faut encourager définitivement. On a quelques points de divergence, c'est toujours les mêmes. Création d'un laboratoire... Alors, c'est différent, c'est exprimé différent, mais ça revient un peu au même. D'abord, il veut créer un laboratoire national public. Bon, on sent le soufre de la nationalisation de l'industrie pharmaceutique, où il appelle pôle public de médicaments. Monsieur Mélenchon, ça existe déjà, ça s'appelle l'HAS. Pour faciliter l'accès au traitement et baisser les prix des médicaments. Ça existe aussi, c'est le CEPS, c'est une de ses missions. Financement d'un laboratoire indépendant pour le contrôle des industries pharmaceutiques. Je n'ai pas compris ce que c'était, que ce laboratoire indépendant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire des dosages, je ne sais pas. Le financement se ferait par une taxe sur ces industries. Non, monsieur Mélenchon, je vous assure, arrêtez. On en a déjà 11 spécifiques. On est recordman toute catégorie des taxes. S'il vous plaît, laissez-nous juste un peu tranquilles sur les taxes. L'avis de ce labo ne saurait être juste consultatif. Les rendus de la décision finale d'un cas pourraient être donnés par des jurés tirés au sort. Ça y est. Alors là, c'est la belle invention. Nous voilà maintenant en permanence devant le tribunal populaire. Des jurés tirés au sort. Vous imaginez le truc? Vous seriez, vous, peut-être un jour appelé à être juré pour décider, je ne sais pas de quoi, mais c'est assez hallucinant, quoi. Et donc des jurés tirés au sort avec des experts du labo. Des experts du labo, de quel labo, je ne sais pas. Est-ce que c'est les nôtres? Est-ce que c'est le fameux labo national? Enfin, tout ça est très confus. Et je pense que ça mériterait d'être retravaillé. Mais c'est avec plaisir, je ne vous cache pas, que je rencontrerai Jean-Luc Mélenchon s'il accepte de nous rencontrer, parce que je pense que, par ailleurs, c'est un homme avec qui on peut quand même un peu discuter. Voilà, donc c'est pour cet échantillon vous donne un peu au moins la mesure qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que le périmètre des propositions pour l'avenir des Français en santé est pour le moins un peu flou, et que tout ça mériterait que les candidats reviennent aux fondamentaux, c'est-à-dire relisent les 7 engagements du collectif Santé 2017, se calent dessus, tout simplement, pour dire, bon, comment est-ce qu'on déroule l'engagement qu'ils nous demandent de prendre, et puis écoute un peu ce que les professionnels de santé ont à leur dire. Ça serait bien, je trouve que ça serait une belle idée, pour une fois, que le politique accepte cette idée que la société civile a parfois de bonnes idées. Je pense qu'on ferait un grand pas dans la vie politique de notre pays, et le LEM fait partie des organisations professionnelles qui s'inscrivent pleinement dans la démarche constructive, positive, du progrès et de l'innovation. Ça fait transition avec, et je terminerai par ça, ce que nous proposons comme priorité pour l'année 2017, pour que nous puissions justement être cette force de proposition et aider les candidats dans leurs réflexions. Le LEM s'attachera dans cette année à travailler, à dépenser son énergie et consacrer son temps autour de trois grands chantiers. Le premier, et nous en avons décidé avec le conseil d'administration, premier dossier prioritaire, il faut continuer, il faut poursuivre, persévérer dans ce chantier de la régulation, de l'accès au marché, de la refonte de l'évaluation des médicaments, en particulier des médicaments innovants, et en même temps travailler donc sur le prix des médicaments, et en particulier des médicaments innovants. Dès que le collège de l'HAS sera nommé tout simplement, et que son président ou sa présidente sera nommé ou confirmé, j'écrirai au président ou à la présidente de l'HAS pour lui proposer d'ouvrir ce chantier ensemble, comme nous l'avons fait il y a 1 an et demi pour l'accord cadre, c'est-à-dire reprendre les travaux qui avaient été faits par Madame Polton, réfléchir collectivement, intelligemment, sereinement à ce que l'on peut faire pour améliorer l'évaluation du médicament, et en particulier des médicaments innovants et des biomédicaments. Le système que nous avons, tout le monde en convient, y compris les experts eux-mêmes, n'est pas adapté à cela. Ça ne veut pas dire qu'ils font du mauvais travail, mais enfin, voilà, ça n'est pas
adaptée. Il faut repenser la chose et il faut la refonder de façon ouverte, constructive et sereine. Je pense et j'espère que l'HAS en acceptera le principe. Dans le même temps, nous devrons travailler avec le CEPS pour faciliter l'ouverture à un certain nombre de solutions, de progrès pour améliorer l'accès à l'innovation et l'évaluation de son prix. Il faudra travailler sur les questions des associations thérapeutiques, notamment avec les anticorps monoclonaux, les biomédicaments, dont vous savez que ce sont des progrès incroyables pour le cancer, mais qui s'inscrivent dans des stratégies associatives et combinatoires. Et il faut donc indéniablement réfléchir à la façon d'articuler tout cela dans l'accès au prix. Il faudra travailler sur le prix de l'innovation. Je l'ai dit, je l'assume. C'est un sujet. Ce n'est pas un problème, mais c'est un sujet. Il faut faire évoluer les choses de telle sorte que le prix de l'innovation soit lisible, compréhensible et admis par tous. Il faut qu'elle soit récompensée, cette innovation, à sa juste valeur. Il faut qu'elle permette aux industriels d'investir en France. Il faut que ce prix de l'innovation soit en proportion des années de vie gagnées, des guérisons. C'est-à-dire, tout le monde n'est quand même pas inventeur d'un médicament qui guérit, quoi. Rendez compte, on a guéri l'hépatite C. Je suis désolé, Michel Joly, Cyril Shiver, Jérôme Bouillet ont raison quand ils disent « mais on a guéri une maladie, flûte, quoi ». Donc c'est bien cette idée forte que ça a une valeur. Encore faut-il trouver un mécanisme qui affine, qui améliore et qui permet de mieux comprendre que cette valeur est juste. Et donc il y a un travail de fond auquel je souhaite que le LEM prenne part. Il faut aligner l'évolution des dépenses du médicament sur l'ONDAM. C'est une des promesses de certains candidats. Nous serons très vigilants là-dessus. Il faut également rédiger tous les amendements qui sont mal rédigés. Ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Nous avions d'ailleurs fait des propositions dans ce sens. Nous les ressortirons, ne vous inquiétez pas. Deuxième grand chantier, la relance industrielle, la transformation des métiers et la politique de l'emploi. Relance industrielle, alors vous allez me dire, oui, mais tous les ans, vous nous faites le coup de la relance industrielle. Non, sauf que là, on veut se focaliser sur le bio, la bioproduction. Nous avons pris un retard en France considérable sur les implantations de sites de bioproduction. 80% de la production française, vous le savez, est concentrée sur la fabrication de produits chimiques. C'est bien, mais quelque part en proportion, c'est trop. Il faudrait que nous soyons plus champions de la bioproduction. Et pour vous donner là encore un chiffre, entre 2014 et 2016, sur 48 AMM délivrés par le MEA de biomédicaments, seulement 3 ont trouvé un site de fabrication en France. Donc ceci ne nous paraît pas à hauteur de la dignité de la France dans le système de l'innovation mondiale. Et toutes les études que nous avons réalisées sur l'évolution des biotechnologies, de leurs impacts, montrent que nous devons faire des progrès et utiliser les pôles d'excellence pour favoriser l'implantation des biomédicaments en France. Grand chantier, grande priorité que conduira la Commission des affaires industrielles avec Pascal Le Guyadère. Toujours dans le domaine industriel et social, cette fois-ci, une transformation des métiers. J'insiste sur le mot transformation. Nous croyons sincèrement que le concept d'évolution des métiers qui a présidé sur ces 5-10 dernières années a trouvé son plafond de verre. On a fait évoluer tout ce qui était évoluable. On a fait bouger tout ce qu'on pouvait faire bouger. On a accompagné tout ce qui était accompagnable. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des choses qui vont juste se transformer, c'est-à-dire des choses qui n'existeront plus et des choses qui vont apparaître. Ce modèle schumpeterien des métiers, je souhaite qu'il soit porté par la Commission des affaires sociales, par les équipes du LEM qui sont sous l'égide de Pascal, pour travailler de façon plus responsable, de façon plus engagée, de façon finalement plus directe sur cette évolution structurelle qui finalement amène les métiers à se transformer. Et cette création de valeur sera finalement la seule façon de permettre à l'industrie du médicament de continuer à avoir un bilan sur l'emploi qui soit peut-être un bilan positif. Vous savez qu'aujourd'hui, il est légèrement négatif. C'est déjà par ce mécanisme d'évolution des métiers que nous avons réussi à maintenir cet emploi.
malgré les plans sociaux, malgré la disparition d'une frange importante de la visite médicale. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut aller plus loin. Il faut vraiment s'attacher à travailler sur ces nouveaux métiers dans le domaine du digital, dans le domaine des mathématiques, des biostatistiques, de la bioinformation, dans le domaine du partage des données, du traitement des données. Il y a des néo-métiers qu'il faut créer et qu'il faut accompagner parce qu'il y a des métiers qui vont, en l'état, tels que nous les connaissons aujourd'hui, je suis désolé de le dire, qui vont petit à petit disparaître. Donc cette transformation, il faut que nous l'affrontions de façon responsable et de façon engagée et dynamique. Cette politique de l'emploi, elle porte un projet innovant de gestion prévisionnelle de l'emploi et de mobilité professionnelle. Et c'est par cette mobilité qu'on arrivera à garder un bilan positif. Et elle n'exclut pas tout ce que nous avons mis en place sur les politiques d'apprentissage, sur l'emploi des jeunes, sur l'emploi des personnes seniors et des personnes handicapées, qui reste une priorité du LEM. Nous sommes des acteurs de santé, nous devons porter ces valeurs dans l'emploi et ça restera une priorité majeure de la Commission des affaires sociales. Enfin, le dernier point, et je termine là-dessus, dernier chantier, l'image et la réputation du secteur. Je ne me résous pas, je suis désolé, je suis fabriqué comme ça, je ne me résous pas à entendre ce que j'entends sur l'industrie du médicament. C'est insupportable, insupportable. Je ne sais pas ce que certains s'imaginent. Est-ce qu'on vend des mines antipersonnelles? Non. Est-ce qu'on vend des clopes? Non. Quel mal a-t-on fait pour qu'on soit traité ainsi? Alors, c'est un combat collectif, mais je vous en fais l'aveu, c'est aussi un combat personnel. Et je ne lâcherai pas l'affaire. Il faut que nous arrivions à être ce que nous prétendons être. Ça passe d'abord, avant de communiquer, avant de se battre sur le terrain des médias, ça passe par un alignement sans faille des comportements et des pratiques. Donc il n'y a pas de sujet de réputation sans qu'il y ait un sujet d'éthique et de déontologie. Avec le CODEM, le conseil d'administration a décidé de prendre un certain nombre de sujets en main. Et je remercie ici le CODEM de nous accompagner dans ces réflexions qui permettront d'améliorer un certain nombre de pratiques qui sont améliorables et qui doivent être finalement en réponse des attentes de la société civile. Un certain nombre de chantiers vont être ouverts au cours de cette année 2017. Nous sommes en train d'y travailler. Je prends un ou deux exemples. La nature des relations que nous avons avec les sociétés savantes, la façon dont nous travaillons avec eux, notamment dans les congrès, la question des MSL, leur rôle, leur responsabilité, la façon dont ils doivent porter l'information médicale juste, impartiale. Également tout ce qui touche aux relations avec les patients, les associations de patients. Nous avons comme ça 5-6 sujets que nous allons faire évoluer avec l'aide du CODEM. Donc, être aligné par rapport aux attentes de la société civile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous réfléchirons sur le prix, sur l'accès au prix, sur la transparence de tout cela. Ça fait partie d'un tout qui est indéniablement et nécessaire de traiter si l'on veut être ce que nous prétendons être. Mais une fois que cela est fait, alors on sera au combat. Vous le savez, je ne ménage pas mes efforts pour être présent avec vous, dans vos colonnes, parfois sur les ondes de radio ou sur les ondes de télévision. Parfois, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus nombreux à le faire. C'est une invitation, mes amis, si vous m'écoutez. Et puis, je continuerai à le faire parce que je pense que c'est nécessaire d'être présent pour porter ce message, ce témoignage, avec les médias, par les médias, même si parfois, ce n'est pas simple. Même si parfois, on m'invite sur des émissions ou dans des situations où on ne peut pas dire que la bienveillance soit la première chose qui frappe l'esprit, tant la contradiction est forte. Mais voilà, sans paraphraser qui que ce soit, je n'en ai pas peur, je ne le crains pas. Je pense simplement qu'il faut que nous soyons collectivement associés et que la parole du LEM ne soit pas la parole d'un homme, mais soit la parole des hommes, des femmes qui véhiculent les valeurs des entreprises du médicament. C'est une invitation aussi à ce que toutes les entreprises portent cette voix par chacun de leurs salariés, par chacune des personnes qui exercent dans le médicament. Je ne veux plus qu'il y ait personne qui se plaigne un soir en ville
ou qui ait honte de dire qu'elle travaille pour l'industrie du médicament. Je ne veux plus une seule personne qui ne soit pas capable de dire ce qu'elle fait pour la santé des Français. Je ne veux plus une seule personne qui travaille pour l'industrie du médicament, qui se cache derrière ce qu'elle ne veut pas voir ou ce que nous ne voulons pas voir. Je veux que nous soyons tous collectivement associés à la fierté de notre métier, à la fierté de nos valeurs et à l'intérêt que nous défendons d'abord pour le bénéfice du patient et pour ce que nous fabriquons, c'est-à-dire de l'innovation. Je vous remercie.